Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Histoire et perspectives méditerranéennes. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Dans le cadre de cette collection, créée en 1985, les éditions L'Harmattan se proposent de publier un ensemble de travaux concernant le monde méditerranéen des origines à nos jours. Déjà paru. Abderrahman El-Berrhouti, Outils médiatiques et population du Moyen Atlas marocain, 2012. Fedj Matoug, John F. Kennedy, La France et le Maghreb, 1957 à 1963, 2012. Abdelkrim Saha, migrant berbère marocain, de l'oasis de Figuig à Paris, 2012. Salam Oubi, l'Algérie face aux chocs extérieurs, 2012. Jean-Michel Salgon, Dictionnaire de l'islamisme au Maghreb, 2012. Mahmoud Ouraba, Premier pas. Souvenirs autour d'un projet de développement de l'Algérie, 1963-1980, 2012. Xavier Jacquet, Ces appelés qui ont dit non à la torture, 2012. Daniel Lago, Responsabilité de protéger et guerre humanitaire. Le cas de la Libye, 2012. Michel Bure, Algérie 60. Mascara Sétif, 1er janvier 1960 au 16 février 1961, 2012. Ali Abbassi, Espace francophone tunisien aux mains de Fatma, 2011. Chokri Ben Fr Adj, Olivier et oléiculture en Tunisie, 2011. Guillaume Doupe, Les Algériens dans le prisme des faits divers, une lecture de la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, 2011. Sébastien Habis et Damien Cordierfferon, Bizerte, Otages de l'histoire. De la Seconde Guerre mondiale aux indépendances du Maghreb, 2011. Fabien Sacriste, Germaine Tillion, Jacques Berck, Jean Servier et Pierre Bourdieu. Des ethnologues dans la guerre d'indépendance algérienne, 2011. Abraham Lahnite, L'application du traité de Fès dans la région du Souss, 2011. Abraham Lahnite, Le Souss géographique, historique et humain, 2011. Abraham Lahnite, Les conditions d'établissement du traité de Fès, 2011. Arfaoui Khemais, Les élections politiques en Tunisie de 1881 à 1956, 2011. Hamid Chabani, Le printemps noir de 2001 en Kabylie, 2011. Dédicace. À mes deux fils. À tous les jeunes des deux rives, porteurs de nos espérances, Guy Feuer. À mes parents. À ceux qui n'ont cessé d'aimer ces deux pays, Kamel YHMI. Préface. Le livre qu'on va lire rassemble une série d'entretiens menés par deux interlocuteurs que tout aurait pu éloigner et que tout a rapproché. L'un est un Français d'Algérie, l'autre un Algérien de France. L'Algérien de France, Kamel Yami, a la double nationalité et il est actuellement avocat au barreau de Paris. Le Français d'Algérie, Guy Feuer, est professeur honoraire à l'Université Paris-Descartes, où, pendant plus de 20 ans, il a donné des enseignements et dirigé des recherches sur les problèmes relatifs au rapport Nord-Sud et au développement. Au tournant des années 2000, Kamel Yami, à l'époque étudiant de 3e cycle dans cette université, rendit visite à Guy Feuer pour lui soumettre un projet de mémoire portant sur le développement politico-économique de l'Algérie durant la présidence de M. Bouteflika. S'établit ainsi un dialogue entre le chercheur alors débutant et un aîné que l'on disait expérimenté. Au cœur de ce dialogue, l'Algérie. Naturellement, les échanges s'élargirent assez vite. On passa des discussions méthodologiques au fond même des problèmes, et l'on en vint spontanément à dépasser le simple cadre de la recherche universitaire, et à communiquer des opinions, des impressions, des témoignages, des souvenirs. Un contrepoint se construisit de lui-même, où deux voix différentes se rencontrèrent pour se compléter sans se confondre. Kamel Yami n'a pas connu l'Algérie française. Mais algérien de France, il a gardé des attaches de l'autre côté de la Méditerranée, et il cherche jour après jour à comprendre les raisons de la tragique séparation, raisons qui se font encore sentir aujourd'hui. Immigré en Algérie, Français d'origine algérienne ou Algérien de France, il imagine les moyens de surmonter les difficultés découlant de cette rupture entre deux pays qui s'évitent et se cherchent. Guy Feuer est né et a grandi sur la rive sud,
Et en dépit de toutes les vicissitudes de l'histoire, sa passion pour la France, sa patrie, n'a d'égal que celle qu'il porte à l'Algérie, sa terre natale. La perte de l'Algérie lui a produit l'effet d'une amputation sans anesthésie, cruellement douloureuse. Mais il l'a acceptée loyalement, bien que d'un cœur déchiré, par respect pour ce peuple algérien qu'il connaît et qu'il aime. Son vœu le plus profond à lui aussi, est de voir se réconcilier et se rapprocher définitivement ce qu'il considère comme les deux composantes de son être. Dans les pages qui suivent, l'Algérien de France interroge et parfois interpelle le Français d'Algérie sur ce qu'il a appris non point en lisant, mais en vivant. Son interlocuteur ne manquera pas de répondre avec toute la sincérité dont il est capable. De même, ce que l'Algérien de France a voulu, ce n'est pas être instruit sur ce qu'il peut acquérir par lui-même en parcourant les bibliothèques, c'est entendre un homme de chair et d'os évoquer le souvenir qui lui reste des rapports entre les deux communautés au temps de la présence française et la douleur qu'a représentée pour lui la séparation par le fer et par le feu entre une patrie qu'il révère et une terre natale à laquelle il voue un amour que rien au monde ne saurait ébrécher. Point d'amertume ni de ressentiment dans cet échange. Ni réquisitoire ni plaidoirie, même si parfois se laisse deviner chez l'un comme chez l'autre, des sursauts de colère, de regret ou de compassion. Chacun parle comme il pense et comme il sent, en pleine franchise et en pleine liberté avec parfois de la nostalgie ou de la déception. Désir seulement de lucidité et d'équité, pour comprendre le passé comme le présent, pour dépasser les rancœurs et les rages, pour rejeter les refus mesquins ou phobiques, pour pardonner le sang et les larmes. Pour se donner enfin ensemble et en même temps, le baiser de paix, le salam alik, qui refait un ami et un frère de celui qui un jour a tiré l'épée contre vous. D'un côté comme de l'autre. Le Français d'Algérie présente le dialogue. Au moment où ont commencé entre Kamel Yami et moi les conversations qui devaient mener un jour à ce livre, je me trouvais dans une situation à la fois paradoxale et compréhensible. Né et élevé en Algérie, où j'ai vécu jusqu'à 18 ans, j'ai toujours porté en moi l'amour de ma patrie et celui de ma terre natale, qui dans ma jeunesse ne faisait qu'un. Je n'ai découvert concrètement la métropole, comme on disait, que lorsque j'y suis arrivé à l'été de 1944 avec l'armée d'Afrique. Mais je puis dire que par ma famille et par les écoles de la République, j'étais imprégné jusqu'à la moelle de l'esprit français, sans du tout me rendre compte que nous, les Français de la rive sud, nous étions différents de ceux de la rive nord. Lorsque jeune soldat des forces libératrices, j'ai foulé le sol de France, tout ce que j'avais appris de l'autre côté de la mer sur notre civilisation se mit à vivre d'une vie si intense, et tout mon être fut comme envahi par un amour si profond, que je ne pus me réadapter à l'Algérie lorsque je fus démobilisé en 1946. J'étais sûr d'avoir enfin rencontré en France le monde de l'esprit et de la culture, et ce que je retrouvais en Algérie après 2 ans d'absence me paraissait n'être qu'un désert stérile. C'est ce que j'ai pensé pendant près d'un demi-siècle, et c'est seulement après avoir fait des expériences bien décevantes en métropole que je suis parvenu à un jugement plus équitable. Donc à 20 ans je ne pensais qu'à la France. J'ai décidé d'y faire mes études, et je ne l'ai plus quittée, sinon pour revenir chaque année en famille durant les vacances d'été jusqu'à la mort de mon père en 1954. À partir de ce moment, ma mère fit une sorte de va-et-vient entre Oran et Paris jusqu'à ce que très malade, elle connaisse l'exode des Pieds Noirs en juillet 1962 pour mourir 2 ans plus tard. L'Algérie m'était devenue très lointaine. Je pensais peu à elle, tout occupé que j'étais par ma découverte de la France, de l'Europe et du monde. Je fis des études de droit, d'économie et de sciences politiques à Strasbourg puis à Paris. Je me passionnais pour tous les domaines de la culture, à commencer par l'histoire, la littérature, la philosophie et la théologie, la psychanalyse et les sciences humaines. J'approfondis grandement la connaissance de la musique classique, que je tenais de ma famille. Je visitais toute l'Europe ou presque, d'abord avec des groupes d'étudiants, plus tard avec ma femme et mes enfants, seul ensuite après une séparation infiniment triste. À l'époque, je ne me voyais plus que comme un Européen et seulement un Européen. Entre-temps, j'avais passé l'agrégation de droit public et j'étais devenu professeur de faculté. Après une expérience universitaire et un séjour dans la ville de Bordeaux, que je trouvais fort peu accueillante, j'avais accepté de faire partie d'une équipe de jeunes enseignants invités à aller à Tananarive pour y fonder l'université que la France se proposait d'offrir à la nouvelle République malgache.
C'est là que mes yeux se sont véritablement ouverts, si je puis dire, sur la colonisation, la décolonisation et le développement, et c'est alors que ce que j'appelle ma filiation algérienne est remonté de manière fulgurante du fond de mon subconscient et s'est progressivement imposé à mon esprit avec une force grandissante. Je suis rentré de Madagascar quelques jours seulement après la proclamation de l'indépendance de l'Algérie et le rapatriement dramatique de ma vieille mère très malade et de sa sœur. Durement secoué par ces événements, j'ai rejeté au fond de mon inconscient ce qui me rattachait à l'Algérie et ce qui pouvait évoquer colonisation et décolonisation. En poste à Poitiers puis à Strasbourg, je me suis concentré sur le droit international classique et sur l'histoire des idées politiques. Et voici qu'en 1970, alors que je rejoignais mon nouveau poste à Nanterre, le destin m'a lancé sur une voie qui se révéla pleinement conforme à mes goûts et à mes attentes. Je ne devais plus jamais la quitter. Cette voie, c'était celle de l'enseignement supérieur et de la recherche en un domaine encore peu exploré dans les facultés de droit, celui des rapports Nord-Sud et du développement du tiers-monde. J'épargnerai au lecteur le récit de toutes les étapes d'une longue carrière. Je ne retiendrai ici que ce qui explique ma présence dans le dialogue qui s'ouvre avec Kamel Yami. Tout d'abord, mon travail m'a mis en contact pendant 40 ans avec un grand nombre d'étudiants issus des anciennes possessions coloniales françaises et parmi eux, souvent, des jeunes gens et jeunes filles venus de l'Algérie indépendante. Je n'ai pas besoin de dire que les travaux menés en commun, et les infinies conversations qui se sont nouées entre eux et moi, se sont vite centrées sur le pays qui nous a vus naître. J'ai ainsi redécouvert à la fois mon enfance algérienne, mes racines algériennes, la part algérienne de ma sensibilité, et j'ai été pris alors d'un amour étrange pour ma terre natale, perdu et soudain comme retrouvé. En second lieu, j'ai vite compris du point de vue scientifique et méthodologique, que l'étude des problèmes de développement ne pouvait être menée selon des perspectives étroitement juridiques, et qu'on ne pouvait rien comprendre au rapport Nord-Sud si l'on ne tenait pas compte de toutes les dimensions liées à la colonisation et à la décolonisation, et avant tout de la dimension psychologique. C'est en fonction de ces deux grands mouvements de l'histoire que j'ai été amené à réexaminer ce que je savais sur l'Algérie, par le vécu et par l'étude. Cette exploration du phénomène colonial, appliquée au monde d'où je suis issu, m'a divisé d'avec moi-même et en même temps apporté la lumière dans des zones particulièrement obscures de mon esprit. Je crois que j'ai alors commencé à comprendre l'ambivalence et l'ambiguïté qui pour moi, constituent la caractéristique essentielle du phénomène colonial, et de ce qui fut l'Algérie française. Dès lors, pour des raisons où interféraient les émotions personnelles et l'objectivité scientifique, j'ai été comme habité par un désir de comprendre enfin les raisons les plus profondes du drame algérien, qui était aussi le mien. Et cela dans l'espoir de mettre fin à ma fracture intérieure, et en même temps de travailler à la réconciliation des deux peuples au sein desquels j'ai grandi. J'étais dans cet esprit lorsque mon ancien étudiant devenu avocat au barreau parisien, Kamel Yami, m'a rendu visite. Très vite, il s'avéra que ses préoccupations rencontraient les miennes. Et c'est ainsi que prit corps le projet de mener ce que nous avons vite qualifié de « dialogue pour la réconciliation ». Dès le début de nos entretiens, il nous est apparu qu'une paix des cœurs, véritable et définitive, entre la France et l'Algérie exigeait de part et d'autre une démarche courageuse et combien difficile. En effet, nous avons compris immédiatement qu'il ne serait pas possible aux deux peuples d'édifier ensemble un avenir meilleur si nous ne parvenions pas, les uns et les autres, et si possible ensemble, à assumer et à transcender les fruits les plus amers de notre histoire commune. D'où les deux grands axes autour desquels s'est tout naturellement structuré notre dialogue. Disons qu'en premier lieu, nous avons immédiatement vu que pour pouvoir dépasser et penser, peu à peu, les blessures effroyables causées par la guerre d'Algérie, il fallait remonter bien en deçà de l'an 1954 et considérer plus calmement qu'on ne le fait jusqu'ici, quelques aspects de la présence française qui expliquent au moins en partie la tragédie qui a suivi. À supposer alors que, sur ces bases, Français et Algériens parviennent à opérer cette catharsis, exigence à nos yeux impérative mais qui dans la réalité est loin de s'être réalisée, il sera peut-être possible d'imaginer des chemins ouvrant sur un avenir tout autre. Ce canevas sommaire nous a servi de fil directeur. Mais nous nous sommes refusés à progresser de façon rigide et préétablie.
Il avait été entendu entre nous que notre dialogue ne se présenterait aucunement comme une analyse scientifique, mais beaucoup plus modestement, comme le témoignage très simple de deux hommes de bonne volonté. C'est pourquoi nous avons laissé au texte écrit la forme qu'avaient prise spontanément nos entretiens. D'où des imperfections, des imprécisions, des répétitions. D'où également le fait que certains thèmes n'aient pas été évoqués, ou encore que tel ou tel propos puisse donner lieu à critique. De tout cela nous sommes parfaitement conscients. Nous avons donc décidé d'orienter nos discussions dans deux directions successives. D'abord opérer un retour obligé au passé afin de le surmonter, donc transcender la colonisation. Ensuite édifier des rapports plus amicaux et plus solidaires que ceux qui existent à l'heure actuelle, donc enrichir la coopération. L'Algérien de France ouvre le débat. Août 2010, un jour d'été chaud mais supportable dans la fraîcheur des montagnes de Kabylie. Nous sommes en période de Ramadan. Les soirées sont animées par des spectacles et des concerts, les boutiques sont ouvertes tard dans la nuit, mais les journées sont vides, calmes, silencieuses. C'est donc une période idéale pour l'écriture. D'un tempérament plutôt dynamique, je ne suis pas accoutumée à ce rythme de vie. Mes habitudes parisiennes sans doute. Ah! Le rythme parisien me suit, même de l'autre côté de la Méditerranée. Pourtant, je m'adapte assez rapidement aux habitudes et coutumes locales, non pas parce que je suis un enfant du soleil, mais parce que je me sens bien entourée par tant de gentillesse et par un décor naturel exaltant. Sur l'autre rive, les Français semblent ignorer ou avoir oublié que le peuple algérien est hospitalier et attachant. Quel dommage! En cet instant, je me dis que les deux peuples ont vécu si longtemps côte à côte, et pourtant ils ne se connaissent pas. Cela me fait penser à ces amis que l'on revoit après des décennies et qui sont devenus des étrangers. Alors m'apparaît la profonde ambiguïté des relations franco-algériennes, si difficile à appréhender. Soudain, je me dis qu'il y a là un défi à relever. Il me semble que le temps est venu d'avancer vers une authentique réconciliation. Je peux oser le dire. Établissons de meilleurs rapports. Français et Allemands se sont bien tendus la main. Pourquoi Algériens et Français ne feraient-ils pas de même? Je ne parle pas de ces accords que l'on a signés à Évian il y a un demi-siècle. Ce qui m'intéresse, c'est la paix réelle, la paix des cœurs. A-t-on besoin de relations privilégiées? Peut-être, je ne sais pas. Je laisse les responsables politiques en débattre. Je ne désire pas présenter ici une analyse politique et sociologique de nos relations. Cela a été fait souvent fort bien par de plus savants que moi. Je voudrais simplement et modestement tenter à titre personnel de rechercher des voies permettant à l'Algérien et aux Français de se donner la main, de se rencontrer, d'échanger, de partager. Telles sont mes préoccupations en cet instant. Regardons volontairement en deçà et au-delà du tragique épisode de la guerre d'Algérie. Je ne sais que trop combien les blessures ont du mal à cicatriser. Tant d'écrits nous le redisent à chaque anniversaire, comme si on ne voulait pas que les plaies se ferment. Avec bien d'autres hommes de bonne volonté, je pense que le temps est venu de discuter de ce qui devrait commander notre avenir, la réconciliation de nos deux peuples. Il faut que la terre des droits de l'homme se montre fidèle au meilleur d'elle-même. Les relations actuelles sont décevantes. On a l'impression que la méfiance et le ressentiment continuent à les assombrir. Pourtant, je ne m'avoue pas vaincu car contrairement à ce que l'on croit, les Algériens aiment la France. Quant aux Français, je pense qu'ils ne peuvent se désintéresser de l'Algérie quoi qu'on dise ici ou là. L'histoire commune a laissé des souvenirs inoubliables, dans le bon comme dans le mauvais sens. Elle est gravée pour toujours dans les mémoires. Les Français d'Algérie ne pourront jamais oublier qu'ils sont nés dans ce pays, nul n'oublie son enfance ni sa terre natale. Mais ils se rappellent aussi l'infinie tristesse de leur départ. Du côté des Algériens, il y a également un sentiment mitigé. On a la nostalgie du rapprochement entre les deux populations, mais le souvenir ne s'efface guère d'injustices cruelles, trop tardivement dénoncées. Il m'est donc apparu important, pour ne pas dire vital, d'évoquer des sentiments qui demeurent trop souvent dans le non-dit entre les deux peuples. J'ai souhaité que de part et d'autre on puisse s'exprimer en toute liberté. Langage de l'esprit, mais aussi langage du cœur. Éviter une fois pour toutes les discours idéologiques, diplomatiques ou démagogiques.
Je suis algérien et je suis français. Parler aux deux peuples, c'est parler aux deux parties de mon âme, en toute franchise et sincérité. J'ai donc pensé à engager un dialogue avec un interlocuteur vivant. L'un comme l'autre, nous dirions ce que nous pensons sans arrière-pensée et sans mensonge. Ce ne peut pas être encore le pardon tant attendu, et ce ne doit pas être un réquisitoire redouté, mais nous ouvririons en toute simplicité une discussion entre deux cultures, deux religions et la part d'histoire qui nous est commune. Voilà ce que je pense et voilà ce que je veux que tu entendes. Tel serait mon leitmotiv. À cet instant même, 1000 questions se bousculent dans mon esprit. Comment coexistaient les populations musulmanes et les pieds noirs en Algérie? Y avait-il amitié entre les deux peuples? Les stéréotypes d'antan sont-ils devenus anachroniques? Quid des relations actuelles entre les deux pays? Vaste programme. Bien entendu, mon discours manquerait d'objectivité et de réalisme si je m'aventurais à évoquer le passé colonial que je n'ai pas vécu. M'imprégner des écrits de tel ou tel auteur ne me satisfait pas. Je souhaite une discussion vivante, spontanée. Une série d'entretiens me semble donc la meilleure façon d'aborder le ou les sujets choisis. J'ai la méthode, il me reste l'interlocuteur. Choisir un Algérien manquerait d'objectivité, compte tenu de mes origines. À ce dialogue, France et Algérie devraient participer dans un esprit d'égalité, de réciprocité, de dignité. C'est une expérience très motivante, et je me dis dans mon fort intérieur que nous pourrions tous deux comprendre et peut-être transcender les difficultés. J'ai donc choisi de m'adresser à un ami né en Algérie, mon ancien professeur, lui-même français d'Algérie comme on disait à l'époque. Mon choix n'a pas été déterminé seulement par l'amitié que je lui porte, mais par l'objectivité que je lui connais, et parce que je sais combien est importante pour lui cette Algérie où il a grandi et qu'il connaît bien, puisqu'il ne l'a jamais réellement quittée en pensée. Avec lui, je pourrais donc évoquer le passé, le présent et le futur. C'est ainsi qu'est née l'idée de ce petit livre. Un avocat algérien de France parle à un professeur français d'Algérie. Je n'entends pas plaider la cause d'une nation, d'un peuple, ou encore d'une idéologie. Notre conversation sera simple, directe, franche, sans tabou. Dans notre esprit, ce sera un livre de bonne foi, soucieux de la seule vérité, au-delà de ce qui blesse, vexe ou irrite. Nous aborderons donc des thèmes dont jusqu'ici, malheureusement, on a trop peu discuté en commun. Nous tenterons ainsi de comprendre les oppositions, les maladresses, les craintes qui se rencontrent si souvent de part et d'autre. Il ne s'agit pas de céder à l'angélisme. Les douleurs sont là, et il ne peut nullement être question de les ignorer, loin de là. Mais gardons-nous d'opposer deux stéréotypes. D'un côté l'Algérien révolté contre le colonialisme, de l'autre le Français qui ne verrait dans la colonisation qu'une mission civilisatrice. Parlons à armes égales, sans a priori. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.